Ouais, ok. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent là, ici à ce festival de passage en scène où je suis très content de venir pour la première fois. Moi, je me présente rapidement. Je suis Benjamin. Je suis plutôt connu sur les internets au niveau du pseudo Benzo. Je fais partie d'une association qui s'appelle Route 66, que peut-être vous connaissez puisqu'il y a souvent plusieurs de leurs membres qui sont présents au festival, notamment Zenzla et Thibaut. On défend les logiciels libres et les libertés numériques. Et elle se trouve un petit peu dans le, on va dire, le Far West parisien, dans les Yvelines. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter en fait Mastodon, un réseau social souvent présenté comme libre et alternatif à Twitter. Donc voilà, on va voir un petit peu les enjeux des réseaux sociaux et faire notamment un focus sur Twitter et Mastodon. Alors, pour commencer, repartir sur ce qu'est un réseau social, à quoi ça sert. Donc ça sert à interagir entre utilisateurs, avoir différents types d'interactions comme partager du contenu, des messages, des photos, des vidéos, des liens, d'articles. Ça sert aussi à s'informer, on peut l'utiliser comme outil de veille, notamment sur Twitter, et à se divertir, débattre, voilà, d'une manière générale. Donc, la plupart des réseaux qui ont pignon sur rue et que vous connaissez, avec un certain nombre de GAFAM, on ne va pas les détailler, mais on va donc, comme je l'ai dit, faire un zoom sur le petit oiseau bleu qui s'appelle Twitter X. Alors, avant de commencer, je voulais savoir déjà qui utilise Twitter actuellement régulièrement. Donc, 3 personnes. Et qui utilise Mastodon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes, donc on voit bien qu'on est au festival Passage en scène. Il y a plus de mastopotes que de tweetos. Donc Twitter, pour remettre des éléments de contexte sur ce réseau social, créé en 2006, c'est ce qu'on appelle une plateforme de microblogging. Donc microblogging, c'est l'écriture de courts messages. En l'occurrence, c'est 284 caractères sur Twitter, qu'on appelle des tweets. Et on utilise donc des systèmes de hashtags pour l'info, pour mettre en visibilité les messages. Donc là, pareil, je ne sais pas si tout le monde connaît le système de hashtags, c'est assez connu. Vous m'arrêtez si jamais vous ne savez pas. On a aussi le système des followers. Donc c'est des gens qui poursuivent le contenu que postent d'autres personnes, s'abonnent à des comptes et inversement. Et on a le système de messages privés. Donc on peut envoyer des messages qui ne se verront pas sur le fil public. Et donc sur ce réseau-là se trouve beaucoup, on va pas se mentir, c'est un réseau plutôt politique, avec beaucoup de... On va retrouver des journalistes, des chercheurs, mais on peut aussi trouver donc des comptes lambda, dès lors qu'ils ont une expression. Et enfin, les threads. Ouais, les threads, c'est le développement de messages avec plusieurs tweets. Et c'est assez apprécié lorsqu'il y a des comptes qui vont par exemple vulgariser ou détailler un concept, quelque chose comme ça, c'est plutôt apprécié. Donc Twitter, ça ressemble à ça. Je passe rapidement si vous êtes sur un PC. Avec l'interface, on voit avec le fil d'actualité. Donc, comme on l'a dit, c'est un réseau social politique qui sert à échanger des idées, discuter des sujets à la une, partage d'informations en temps réel. Ça, c'est très important, puisque c'est ça qui sert. Ça sert notamment même à des études d'analyse de tendances, de grandes tendances au niveau de courants sociaux, politiques, économiques, tout ça. On l'utilise comme outil de veille et actuellement, à peu près, on va dire, il y a 360 millions de comptes actifs quotidiens. Juste pour donner une échelle, Twitter, c'est même pas dans le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés, puisque le premier donc, étant Facebook, on est à 3 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc Twitter, ça reste encore pas anecdotique, mais en tout cas, c'est pas un réseau social investi par la plupart des gens. Alors le problème, c'est ce monsieur-là, en fait, de ce réseau social, sur X, donc Twitter X.
puisque en fait il l'a racheté en 2022, je pense que vous le savez tous, et que cette personne-là, donc Elon Musk, a un projet de société assez précis qui s'inscrit un petit peu avec notamment la vision des autres GAFAM, hein, on va dire, donc un petit peu une vision un peu particulière, on va voir pourquoi. Donc voilà, personnage controversé. Dès 2023, il rend payant la plupart des services sur Twitter, certains abonnements, la certification des comptes. Pour être sûr, pour avoir la petite coche bleue, ben maintenant il faut raquer, il faut payer. Ce qui change un petit peu donc l'authenticité de ce réseau social-là, puisque ça veut dire que pour être sûr que le compte est vrai, il suffit de payer. Donc vous imaginez ce que ça peut donner comme conséquence. Les API aussi. Twitter a été connu pour avoir ouvert son API et on pouvait l'utiliser pour notamment poster automatiquement du contenu, récupérer du contenu automatique, voilà, tout un truc comme ça. Maintenant, c'est devenu payant. Et donc, le modèle économique de ce réseau social est surtout basé sur la publicité, voilà, sur la publicité essentiellement. Donc, on cible l'utilisateur, hein, on analyse ses comportements, les contenus qu'il regarde, pour donc mieux traquer ses comportements et lui proposer de la publicité ciblée. Je pense qu'on est tous au courant. Donc voilà, ça c'était juste un extrait du genre de tweet que ce monsieur fait. Ensuite j'achète, donc c'était après le rachat de Twitter, ensuite j'achète Coca-Cola pour remettre la cocaïne dedans. Alors, je voulais quand même mettre quelques frasques d'Elon Musk pour illustrer le personnage. Donc en octobre 2022, il relaie une théorie du complot homophobe. Novembre 2022, il annule le bannissement de Donald Trump sur la plateforme. En novembre, toujours 2022, il suspend des comptes antifascistes. Donc c'est un choix partisan. Il partage un faux article de presse, donc il contribue à la rumeur et aux fake news, hein, les fameuses fake news. En décembre, il bannit 8 journalistes. Ensuite, en février 2023, comme c'est son jouet, l'algorithme, il l'utilise pour son image, et donc il le rend omniprésent, le contenu d'Elon Musk. Ses tweets sont poussés en premier et mis en visibilité en premier. Voilà, je continue. Il estime avérer des théories complotistes, notamment, je crois que sur QAnon. Il demande la libération du chaman QAnon sur Twitter. Il assimile médias publics et propagande. Voilà, il commente une infox raciste et il se laisse convaincre qu'un tueur n'est pas néo-nazi. Donc tout ça, c'est extrait d'un article du Monde où ils se sont amusés à recenser voilà, toutes les frasques de ce monsieur-là, et donc ça dresse un petit peu le portrait. Et ce qui se passe donc d'une manière générale, c'est que Twitter X, on est loin de l'état d'esprit du début, et c'est devenu un lieu où on peut censurer de manière arbitraire, un lieu où il y a un certain nombre de manipulations, puisqu'il y a pas mal de comptes qui font du trolling, de l'algorithme aussi. Les algorithmes présentent le contenu en fonction de l'engagement, du taux d'engagement. Voilà, donc la désinformation, elle a pignon sur rue, des discours extrémistes qui sont favorisés, on trouve des bots russes, chinois. Bon, j'ai rajouté occidentaux aussi, parce que souvent on stigmatise les Russes et les Chinois, mais je pense qu'on se prive pas non plus. Et puis surtout, ça a donné lieu à des affaires enfin, il y a eu beaucoup de harcèlement moral, avec donc la coordination de Twitter, qui se sont amusés à harceler d'autres tweetos. Donc voilà, d'une manière générale, ce réseau-là, qui était un espace d'expression on va dire, pour assez populaire, et où il y avait au tout début, en tout cas, une horizontalité, et puis c'était plutôt comment on va dire, authentique. Maintenant, c'est dévoyé, et on voit que la démocratie est plus ou moins en danger quand même, et que le réseau est devenu toxique. Donc à partir de 2022, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'un certain nombre d'utilisateurs ont décidé de quitter Twitter, et notamment d'aller vers un réseau social alors alternatif, présenté comme ça par les médias, mais qui s'appelle donc Mastodon. Il est présenté comme un... Alors ça, on va le passer rapidement.
Un réseau social libre. Donc le code source est libre, disponible sur une forge, on peut le lire, le partager, le modifier. Il y a toute une communauté autour. C'est aussi une plateforme de microblogging, puisque sur Mastodon, vous pouvez poster des messages. Alors moins court que sur Twitter, c'est 500 caractères de mémoire. Mais voilà, ça permet des expressions un peu sous le même format. Ça permet donc évidemment, pareil, d'échanger, communiquer, partager du contenu média, vidéo. Donc voilà, la taille des poètes, c'est 2 fois les tweets. Et on va avoir alors c'est pour ça qu'il y a souvent une analogie entre Twitter et Mastodon. Il y a quand même un héritage au niveau de la manière de fonctionner sur certaines fonctionnalités, notamment donc le poète. On va parler de poète au lieu de tweet. Et de repoète pour un retweet et un favori pour un like. Donc on retrouve voilà, les mêmes fonctionnalités à ce niveau-là. Et pour les abonnés sur Twitter, c'est les followers, mais on dit aussi abonnés en français. Bon. Et donc sur Mastodon, il y a plein de communautés interconnectées. Et on va voir pourquoi, comment c'est lié à son architecture technique. Donc ce qui est important aussi, c'est que ce logiciel-là est auto-hébergeable. Encore faut-il avoir le bagage technique pour pouvoir l'installer sur son serveur chez soi. Mais ça veut dire quand même qu'à ce niveau-là, on peut être capable d'installer ce logiciel et d'être son propre administrateur. Et pourquoi pas ne pas subir la censure d'autres instances. J'y reviendrai par la suite. Sur Mastodon, vous n'aurez pas de pub. Enfin, du moins pour l'instant. Il n'y a pas de ciblage de tracking de vos comportements. Le modèle économique, c'est pas du tout celui-là. Le modèle économique de Mastodon, ce sont les dons. Il y a un Patreon, je crois, de mémoire, et il y a une fondation Mastodon. Alors un petit peu controversée en ce moment, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais en tout cas, elle est sur le papier, elle est à but non lucratif. Pas d'algo manipulateur. Donc l'algorithme si tant est qu'il y a un algorithme, le choix de présenter le contenu dans Mastodon, c'est un choix chronologique. Vous allez avoir les derniers tweets, on va dire, des personnes que vous suivez dans un fil particulier. Vous avez aussi d'autres fils qui vous permettent de voir le contenu d'autres instances. J'y reviens par la suite. C'est un réseau social aussi qui est un petit peu développé, donc je ne sais pas si je l'avais mis, mais en 2016, un peu effectivement en réaction à toute cette ambiance de harcèlement et tout ça sur Twitter. Et donc c'est un réseau social qui se veut inclusif, où on va essayer de protéger un petit peu les utilisateurs. Et il y a certains nombres de fonctionnalités comme le content warning, des avertissements sur le contenu que vous partagez. Donc par exemple, je sais pas moi, les photos de barbecue ou les photos enfin alors pas pédopornographiques, mais des photos d'artistes par exemple où il y a de la nudité. Il est de coutume de mettre un avertissement, c'est-à-dire que sur le poète, la photo sera voilée. Il faudra cliquer dessus pour vraiment l'afficher. Bon, je pense que vous connaissez déjà la fonctionnalité. Donc respect de la vie privée, on y gagne. Et alors là, c'est un parti pris. Esprit convivial, militant, solidaire, entraide, charte de bonne conduite. Moi, c'est vraiment ce que j'ai senti au début sur ce réseau social-là. Après, on peut en reparler. Voilà, c'est un endroit où il y a plein d'humains. Et forcément, on va retrouver quelques travers. Voilà. Donc les points forts sur l'architecture technique, c'est un réseau décentralisé et fédéré. Là où Twitter, c'est un seul serveur, Mastodon, ça va être plusieurs serveurs. Et fédéré, ça veut dire qu'ils vont tous communiquer, ils peuvent tous communiquer entre eux, ils peuvent être interconnectés ou pas. On va le voir plus loin. Donc voilà, il y a des milliers de serveurs autonomes qui ont des logiciels Mastodon installés dessus et qui causent entre eux. Vous pouvez vous inscrire sur l'un d'entre eux. Et globalement, voilà, l'idée, c'est de donner plus de pouvoir et de liberté à ces utilisateurs, utilisatrices. Donc pour revenir sur le concept de décentralisation, on voit que là, donc à gauche, c'est l'illustration d'un réseau Twitter. Donc on voit que tous les utilisateurs, représentés par des emojis, donc quelle que soit votre
enfin voilà, vos goûts et tout ça, vous êtes tous sur le même serveur, twitter.com, alors maintenant c'est x.com, et il n'y a qu'un administrateur sur Twitter. Enfin, il n'y a qu'une seule personne qui décide de comment le contenu est présenté, de ce qui fait de vos données, tout ça. À droite, c'est l'idée de Mastodon, ce que je vous disais. Il y a plusieurs serveurs interconnectés entre eux. Donc voilà, un rose avec voilà, des emojis pink et tout ça. Vous allez avoir celui-là. Et on voit les interconnexions entre eux. On voit que par exemple le réseau rose va communiquer avec le gris et avec le bleu, mais pas avec le marron. Donc ça, c'est un choix délibéré de ne pas communiquer avec le marron, puisqu'a priori, d'après les emojis, cette instance-là, on pourrait supposer que il y a des gens, on va dire, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, enfin en tout cas que eux, et ils ont décidé de ne pas partager avec lui. Et donc voilà, donc par exemple, ces deux-là ont décidé de ne pas partager avec lui, mais l'instance bleue, par exemple, bah, elle peut voir tout le contenu de toutes les autres instances. Donc ça, c'est l'interconnexion. Et on va parler donc aussi, on en parle souvent quand on parle de Mastodon, c'est du fait divers. Alors le fait divers, c'est un mot valise et qui buzz un petit peu en ce moment parce que c'est un concept qui est récupéré par les GAFAM notamment. C'est l'idée d'un protocole ouvert en fait que n'importe quel logiciel puisse communiquer avec un autre logiciel. Donc on va plutôt, alors ça je ne sais pas si vous voyez, mais vous allez avoir plusieurs logiciels. Donc par exemple PixelFed, c'est l'équivalent d'Instagram en libre on va dire. Vous allez avoir PeerTube, l'équivalent de YouTube. Donc ça, ce sont des serveurs qui sont interconnectés, on l'a dit. Et vous voyez, ce n'est pas les mêmes logiciels. Lui, il va diffuser de la vidéo, héberger du contenu vidéo, PeerTube. Mais PixelFed, ce sont des images. Et pourtant, ils peuvent causer et communiquer entre eux. Donc un des avantages de ça, c'est par exemple de pouvoir, imaginons, j'ai un compte sur Mastodon. Avec Mastodon, mon compte, je vais pouvoir aller sur une instance PeerTube et faire des commentaires, commenter une vidéo, par exemple. Pour l'instant, c'est que du logiciel libre. PeerTube, bon, si vous ne connaissez pas, je vous encourage largement à aller sur ce... c'est l'équivalent de YouTube, mais alors vraiment en très vulgarisé. C'est surtout du partage de vidéos en pair à pair. Et donc, on voit bien que tout ça, c'est interopérable. Le protocole ouvert sur lequel on s'appuie, le protocole technique, c'est ActivityPub. Et les instances peuvent se parler entre elles. Et ce que je vous disais, il est possible, par exemple, de commenter une vidéo PeerTube sur un autre serveur avec son compte Mastodon issu d'un autre serveur. Et un truc super pratique et qui respecte aussi l'utilisateur, c'est qu'il est possible de déménager son compte. Donc, de pouvoir embarquer toutes ces infos, quasiment, par exemple, sur Mastodon. Si vous voulez changer de serveur, vous pouvez faire une sauvegarde, on va dire, vulgairement. Vous pouvez partir avec la liste de vos abonnés. Et par contre, pas avec vos messages. Ça, c'est enfin, où ils l'ont peut-être implémenté, mais c'est pas encore possible. Alors, là, je vous ai fait un peu de prosélytisme. Est-ce que Mastodon est vraiment si parfait que ça ? Bon, vous doutez de la réponse. Et surtout, je voulais l'aborder sous forme d'idées reçues, ce qu'on va retrouver dans les médias. Alors, il y a plusieurs Mastodon. Souvent, les médias s'en emparent pour un peu titiller Twitter et puis dire qu'il y a ce réseau-là qui est alternatif. Ils le présentent voilà, comme ça, mais ils en font souvent, ça tourne au bashing. Et les trois idées reçues qui reviennent, c'est il n'y a personne sur Mastodon. C'est compliqué, c'est un truc de geek. Et troisièmement, on peut être censuré. Alors, pour la première, il n'y a personne. J'ai mis c'est faux parce qu'il y a de plus en plus de monde. Là où il y a encore 2 ans, il y avait 300 000 personnes, utilisateurs actifs. On est actuellement à 1 500 000. Donc il y a quand même une tendance à ce que les utilisateurs augmentent sur Mastodon.
Ensuite, si on ramène ça à une échelle avec Twitter par exemple, où c'est 360 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, bon voilà, c'est vrai que c'est pas non plus énorme. C'est compliqué, c'est un truc de geek. Alors là, j'ai mis c'est pas faux, parce que ce qui revient souvent, c'est comment je fais pour aller sur Mastodon pour m'inscrire. Par exemple, pour m'inscrire, et une fois que j'ai passé le truc de m'inscrire, comment je fais pour avoir du contenu intéressant, retrouver les comptes de Twitter et tout ça. A priori, ça serait pas si facile que ça, on va voir. Et enfin, on peut être censuré, bah ouais, carrément. C'est un peu le problème, et c'est là où on va voir que le choix de l'instance sur laquelle vous allez vous inscrire est très important dès le départ. Il faudra bien lire la politique de modération. Et donc la modération, elle est humaine, elle n'est pas automatisée sur ce réseau-là. Donc elle est forcément subjective et parfois arbitraire. Ça, c'est la courbe. Alors un petit récap là vite fait puisqu'on est toujours sur la comparaison Twitter-Mastodon. Twitter, il y a de la pub sur ce réseau-là. Mastodon, le modèle économique, ce sont plutôt des dons. Le code n'est pas libre sur X, le code est libre sur Mastodon. Sur X, c'est une seule entreprise propriétaire, donc à but lucratif. Il y a un seul décideur pour le contenu, pour la gouvernance. Sur Mastodon, il y a une pluralité d'acteurs, et très souvent engagés d'ailleurs. Les algos de recommandation qui régissent Twitter, donc on en a parlé, et Mastodon, plutôt une timeline chronologique. Alors avant qu'on me le dise, c'est vrai que sur Twitter, il est possible de squeezer les algorithmes de recommandation et de demander à ce qu'on ait le contenu présenté de manière chronologique, c'est-à-dire nos followers ou ceux qu'on follow. Par contre, c'est en option, c'est optionnel. Là où sur Mastodon, on le voit, c'est une philosophie, c'est par défaut. Le reste, je passe rapidement. Centralisé, décentralisé, très important, on l'a vu. Twitter, c'est fermé. Si vous faites un export Twitter, vous n'allez jamais aller sur un autre réseau social avec vos données. Meilleur respect de vie privée, on l'a vu. Ah ouais, alors après, il y a des fonctionnalités. C'est vrai que ça crie un peu sur Mastodon, par exemple. Il n'est pas possible de citer un poète sur Mastodon. Sur Twitter, vous savez, vous pouvez prendre un tweet de quelqu'un, faire suivre, enfin le reciter et rajouter votre contenu. Et en fait, ça, c'est un comportement qui a été, on va dire, tagué, assimilé à un comportement de harcèlement. Il y a eu beaucoup de harcèlement qui a été pratiqué par cette méthode-là sur Twitter. Et donc, c'est un parti pris sur Mastodon de ne pas reproduire cette fonctionnalité. Ça peut être gênant, bon, enfin, à voir. Modifier le poète a posteriori, ça c'est, moi j'aime bien. Sur Twitter, c'est pas possible sans payer. Voilà, commenter plusieurs réseaux, on l'a vu. Donc, petit focus. Alors, sur Mastodon, comment on fait? Il y a deux questions en fait qui arrivent très vite. C'est comment je fais pour m'inscrire, la première. Et deuxièmement, comment je fais pour retrouver des comptes, mes amis, les gens que je suivais sur Twitter. Alors, on va être sur la première étape, hein, choisir son instance. Le premier truc, c'est en fonction de ses besoins, forcément, et de ses valeurs. Il en existe plus de 3600, donc c'est pas gagné. Mais on va voir que, en fait, en fonction de ses centres d'intérêt politiques, culturels, loisirs, et la taille de l'instance, par exemple, vous allez avoir des instances que des gamers de jeux vidéo. Il n'y a que des gens dessus. Alors, elle peut s'appeler jeuxvideo.mastodon.social, par exemple. Et vous allez avoir uniquement des gens dont les centres d'intérêt, ce sont les jeux vidéo ou un peu autre chose. Donc si vous vous inscrivez sur ce type d'instance, par défaut, sur votre fil d'actu, vous aurez beaucoup de trucs de jeux vidéo. Il est quand même possible, évidemment, d'aller communiquer avec d'autres instances qui ont d'autres centres d'intérêt. Et en deux, bien lire, c'est important, les règles pour savoir où vous mettez vos données de ces serveurs-là. Donc les politiques d'hébergement, de confidentialité et de modération. On verra un extrait des règles, mais il y a des serveurs qui ont des politiques strictes. Il y en a qui en ont beaucoup moins. Par exemple, la nudité, parlait tout à l'heure, elle peut se retrouver, par exemple, si vous êtes un artiste, vous postez des photos, il y a des instances clairement qui les interdisent et d'autres qui les autorisent.
Alors, heureusement, il existe, on va dire, 3 sites, moi j'ai retenu, pour choisir son instance, pour nous aider. C'est-à-dire, vous allez sur ces sites-là, vous rentrez vos critères. Moi, je parle français, mes centres d'intérêt, c'est plutôt la politique, ou le jeu vidéo, ou le foot, ou l'associatif, ou enfin voilà, je ne sais quoi. Je veux une petite instance, une grande. Voilà, il y a 3 sites, c'est https, donc instance.social. Celui-là, je l'ai découvert en retravaillant la présentation. Il est vraiment très bien, il est sobre et efficace. Le plus connu, il y a joinmastodon.org. Celui-là, il est historique. Et d'ailleurs, j'ai pris des captures d'écran, donc on va le voir après. Et ensuite, vous avez chaton.org. Donc Chaton, je pense que vous connaissez tous, mais je vais quand même le rappeler. C'est un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts et neutres et solidaires. Donc en gros, c'est des gens dans des associations qui font des serveurs et qui proposent des services libres et éthiques. Et ils proposent notamment d'héberger du Mastodon, par exemple, et donc ils proposent de s'inscrire chez eux. Alors voilà, si vous allez sur le site de Mastodon, Join Mastodon, vous allez avoir ça, rejoindre mastodon.social. C'est important à savoir, c'est la première instance historique, mastodon.social. C'est le développeur, j'en ai pas parlé. Le développeur, c'est un Allemand qui s'appelle Eugen Rochko. Et il a créé en 2016 sa propre instance, qui est devenue assez mastodonte, on va dire. Elle est assez énorme, il y a beaucoup d'utilisateurs dessus, ce qui fait qu'il y a du contenu très varié, mais qu'elle peut être un peu lente. Et d'une manière générale, on va plutôt vous encourager à aller sur des petites instances, mais vous pouvez très bien vous inscrire sur celle-là. Donc moi j'ai quand même choisi un autre serveur. Et là vous avez un certain nombre de filtres, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, vous choisissez votre langue, français. Processus d'inscription aussi, est-ce qu'ils sont ouverts? Parce que beaucoup d'instances, enfin beaucoup, certains nombres ferment leur processus d'inscription. Parce qu'elles ne veulent pas être trop grandes et que ce sont des humains, très souvent bénévoles derrière, qui font la modération, l'administration système. Et donc l'idée c'est quand même de garder des petits serveurs à taille humaine qui puissent communiquer avec d'autres petits serveurs à taille humaine. Donc là, j'ai parti pris pour créer un compte sur mastodon.zaclis.com. Typiquement, Zaclis, c'est un chaton. Donc des gens qui font du libre, des services libres et éthiques. Alors voilà, les règles de base, quand je vais si je vais sur Zaclis et que je m'inscris dessus, il me dit alors il se présente, public francophone pro, mais aussi familial, donc bienveillance, respect, courtoisie, bref, des choses qui devraient aller sans dire. Sexe, violence, extrémisme en tout genre et troll ne sont pas les bienvenus sur la place du village. Bon, ça paraît évident, mais voilà. Et puis pour permettre de rédiger, eux, ils demandent à ce qu'on rédige 3 belles phrases de présentation détaillant les valeurs que vous partagez avec Zaclis ainsi que vos centres d'intérêt. Bon, c'est relativement rare, mais voilà, c'est pour garder le côté humain sûrement, et puis qu'il n'y ait pas tout un tas de bots qui s'inscrivent. Une autre instance, c'est Tool Akilnet, qui eux aussi sont un chaton. Donc eux, leurs règles, on le voit, pas de propos offensants, oppressifs ou haineux, ni de harcèlement, pas de publicité, pas de prosélytisme sous quelque forme qu'il soit. Donc a priori, pas de contenu politique trop affiché, je pense. Bon, enfin une fois qu'on a dit ça, je sais pas où est la limite du politique, mais voilà. Et par exemple, ce que je vous disais, la fonctionnalité, eux, ils le disent, il faut le privilégier, c'est le content warning. Donc protéger les contenus qui peuvent choquer certains followers. Bon, je passe vite fait parce que en fait cette présentation je l'avais fait pour vraiment des débutants, donc je pense qu'on peut zapper. On peut accéder à Mastodon comment? Comme Twitter, via un navigateur. Le mieux c'est Firefox. Et sinon via l'application. Moi celle que j'utilise c'est Tusky, mais il en existe plein d'autres à télécharger sur F-Droid. L'appli smartphone est largement plus pratique, surtout si vous êtes sur un réseau social. Pour communiquer, c'est quand même plus sympa. Alors, la première connexion vous demande de rentrer le nom du serveur, quelle instance. Donc ça, c'est vrai que les utilisateurs qui ne sont pas coutumiers, quand on parle d'instance, c'est vraiment le serveur où on s'inscrit, le site où on s'inscrit. Voilà, il faut le remplacer par ça. Donc là, pour la capture d'écran, je m'étais dit, tiens, je vais aller sur le plus gros site, mastodon.social. Et voilà à quoi ça ressemble. La première connexion avec une application smartphone.
Donc on retrouve un petit peu, alors peut-être pas tout à fait Twitter, mais on voit qu'il y a des fonctionnalités, on se doute un petit peu ce que c'est. Ça c'est le fil d'actu local. Donc on va avoir le contenu des gens qu'on suit et qui nous suivent. Là on va avoir les notifications, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un qu'on suit et on veut être notifié quand il poste du contenu, ça apparaît là-dedans. À chaque fois que quelqu'un mentionne votre compte, ça apparaît là-dedans. Là, on va avoir un fil d'actu global. J'y reviens par la suite. C'est une manière de présenter le contenu de toutes les autres instances. Et puis là, les demandes privées, on peut envoyer des messages comme sur Twitter. Il y a eu un, alors je ne vais pas dire un buzz, mais du bashing aussi. On reproche souvent à Mastodon que le contenu n'est pas sécurisé. Et donc, quand vous envoyez des demandes privées, typiquement, l'administrateur peut voir le message, le contenu du message. Bon bah voilà, mais sur Twitter c'est la même chose. Dès lors que la personne est administratrice du serveur, bah, elle peut aussi voir le contenu. Donc c'est pour ça aussi que le choix de l'instance, c'est là où vous allez placer votre confiance. C'est bien d'être chez des gens chez qui vous avez confiance. Voilà, fil d'actu. Ouais, et ça super important, votre compte, en fait quand vous créez un compte, eh ben, vous allez avoir votre pseudo, arrobase, le nom du serveur sur lequel vous êtes inscrit. Ça, c'est votre adresse Mastodon, on va dire. Alors, là où Twitter a des fils de recommandations avec des algorithmes, Mastodon, il y a 3 fils d'actu, donc 3 manières de présenter le contenu. Il y a le fil d'accueil par défaut, celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez voir uniquement les messages de comptes auxquels vous êtes abonné. Le fil public local, c'est le serveur sur lequel vous êtes et vous allez voir tous les messages de tous les utilisateurs de votre instance. Donc par exemple, si je suis sur Mastodon social, point social, je vais voir tous les messages des 2000 utilisateurs. Après, on verra qu'il y a des moyens de filtrer, d'affiner, parce que sinon, voilà, ça peut être vite le bazar. Et alors, ça, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, c'est un gros bordel. C'est le fil global. Donc là, ce sont toutes les instances du monde entier. Donc vous allez voir du contenu, par exemple, écrit en Asie. Vraiment, c'est open. Hein. Y a plein de trucs, mais du coup, c'est très difficile de pouvoir filtrer là-dessus. Donc ça, je l'ai dit, j'en ai parlé. Juste savoir que la présentation peut varier en fonction des serveurs sur lesquels vous inscrivez aussi. Ils peuvent avoir décidé, l'administrateur de son serveur Mastodon, il peut avoir décidé de paramétrer Mastodon d'une certaine manière. Et donc là, typiquement, moi j'ai le fil d'actu global chez Mammoth. Donc Mammoth, c'est la quadrature du net, normalement, c'est leur instance. Et là où je crois que c'est Mastodon social, eux, ils ont décidé de ne pas le mettre. Alors, par où commencer? Il y a quelques règles de bon usage sur Mastodon, puisqu'on privilégie on va dire la convivialité et tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est vous remplissez votre profil et vous vous présentez. C'est super important. Donc, rapidement, hein, avec quelques phrases, vos centres d'intérêt, si vous faites du vélo taf, parce qu'il y a beaucoup de vélo taffeurs, si vous êtes libriste, vos centres d'intérêt, la cuisine, si vous êtes... enfin voilà. Et aussi ce qui vous caractérise donc sur ce réseau social-là, et les hashtags aussi que vous suivez. Ça permet de cibler assez vite vos centres d'intérêt. Votre blog aussi, vous pouvez mettre. Voilà, alors si vous voulez créer votre premier poète, donc premier poète, c'est pas plus difficile, vous allez avoir une zone de saisie où vous écrivez votre message. Vous allez avoir les mêmes codes un petit peu que sous Twitter, c'est-à-dire vous allez mettre des hashtags pour mettre de la visibilité sur votre contenu. Ce qui veut dire que là, quand je parle de Linux, je mets hashtag Linux et ça veut dire que les gens qui suivent le hashtag Linux verront mon contenu apparaître. Voilà, vous avez les emojis, bon, j'en parle pas. Et ensuite, on voit qu'il y a une barre d'options qui est assez intéressante et avec les options de visibilité du poète. Donc par défaut, là typiquement le poète est visible par tout le monde, par toutes les instances.
il est possible de régler le niveau de confidentialité et donc de le mettre en unlisted par exemple, c'est-à-dire que uniquement les gens qui vous suivent qui vous suivent peuvent le voir. Il est possible aussi de le mettre, alors c'est pas en privé, mais je vais le voir plus loin, mais de restreindre encore la visibilité du poète. Alors la deuxième question, on a réussi à s'inscrire, à poéter, à faire une bio. C'est quoi, comment je fais pour retrouver ou trouver des personnes à suivre et avoir du contenu intéressant? Et notamment retrouver par exemple les gens que je suivais sur X, vu qu'il y a eu un exode massif d'utilisateurs par exemple en 2022. Alors il existait des outils qui utilisaient l'API de Twitter, il n'existe plus. Il permettait d'avoir une liste d'export des followers sur Twitter et de pouvoir les retrouver sur Mastodon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le truc qui pêche. Donc il y a une fonction recherche sur Mastodon où vous pouvez sélectionner et taper donc le pseudo, si vous avez le pseudo de la personne et si jamais il a repris exactement le même. Vous avez aussi sur pas mal de sites, enfin pas mal, en tout cas sur les sites de libristes ou engagés, l'icône Mastodon ou sur les sites web, donc ils vous annoncent qu'ils ont un compte Mastodon, n'hésitez pas à cliquer dessus pour l'ajouter dans votre appli. Et ensuite, pour pouvoir avoir du contenu intéressant, il faut vraiment utiliser les mots-clés hashtag. Dans les paramètres d'options, il y a moyen de suivre des hashtags particuliers et du coup, dans votre fil d'actu, ce contenu-là va être mis en avant. Donc là, je mets un exemple de compte. La recherche n'est pas optimale. Enfin, voilà, bon. Et suivre un hashtag, voilà. On a moyen de suivre des hashtags. Parce que vraiment, premier truc, moi, les réflexions que j'ai parfois d'utilisateurs à qui j'ai vanté Mastodon, ils disent mais il n'y a rien en fait, je retrouve personne, il n'y a pas de contenu. Le contenu qu'on me propose, c'est des trucs de geek ou quoi. Et en fait, il faut vraiment en fait construire son fil d'actu presque. Il y a presque un truc, pas artisanal, mais en tout cas, il faut s'impliquer et donc aller dans les hashtags. Et donc, si vous aimez par exemple le jeu vidéo, vous faites hashtag jeu vidéo et vous allez avoir le contenu. Alors, sur Mastodon, on retrouve quoi comme type de compte? On va pas se mentir, c'est encore assez... pas intime, mais c'est encore assez... Enfin voilà, on va trouver énormément de comptes de libristes, d'associations, de collectifs activistes, de militants. On va trouver des militants féministes, des syndicalistes, des ONG qui arrivent aussi, comme Oxfam. Voilà. Des sociologues aussi, des gens qui sont engagés. On a notamment Kazili, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un sociologue qui a travaillé notamment sur les travailleurs précaires, les travailleurs du clic, au niveau de l'entraînement algorithmique des intelligences artificielles. Donc lui, par exemple, il est assez actif sur ce réseau-là. Vous allez avoir Mathilde Saliou du journal Next, Nextine, par exemple, qui est militante féministe aussi. Vous allez avoir des comptes institutionnels, de plus en plus non, mais on retrouve par exemple l'Union européenne qui a décidé de monter son instance Mastodon quand même. Alors il y a aussi les Pays-Bas, j'avais vu dernièrement, le gouvernement des Pays-Bas. Ça peut avoir deux avantages pour eux. Ça peut avoir l'avantage de créer leur propre serveur, donc de pouvoir maîtriser et communiquer, maîtriser leur communication finalement. Et créer les comptes uniquement d'utilisateurs pour lesquels ils veulent bien qu'ils communiquent avec l'identité de l'instance Union européenne. Et on va retrouver des acteurs aussi gouvernementaux, ou en tout cas fonctions d'État, tels que la CNIL, la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, Datagouv, codegouv.fr, Libre Éducatif. Donc eux, ils sont assez actifs. Et il y a des magazines médias type Mediapart, c'est un des plus actifs aussi. Mediapart sur Mastodon, Blast, Next, In, France Info, Reporter, Arte. C'est liste non exhaustive. Et dernièrement, depuis aussi 6 mois, on va dire, c'est amorcé un exode des universités, des recherches et des acteurs dans la recherche. Pareil pour des convictions politiques, puisque Twitter est devenu vraiment un réseau... on peut peut-être résumer fasciste, mais en tout cas toxique.
Et là, dernièrement, par exemple, il y avait l'université de Bordeaux qui a créé son compte. Voilà, et un certain nombre de députés. Alors par contre, il y avait Cécile Duflot, par exemple. Bon, je suis allé revoir. Elle avait fait notamment un radio cause commune de ce que disait l'intervenante juste avant, et où elle avait un peu promu Mastodon. Je suis allé revoir. Elle est pas trop, elle est plus trop active dessus. C'est juste pour dire qu'en fait, parfois, il y a un exode massif. Il y a plein de comptes qui arrivent et en fait, des fois, ça suit pas. Enfin voilà, les gens sont pas forcément actifs. Mais il y a aussi plein de personnes cool. On n'est pas là que pour échanger des trucs sérieux et voilà. Et donc il y a des râleurs, des critiques. On retrouve aussi du fun, hein, des chatons, des mèmes, des vidéos, des photos artistiques ou pas, des recettes de cuisine. Et aussi on retrouve des thématiques, un peu comme sur Twitter, avec des hashtags WriteEver. Donc c'est par exemple, on va écrire, je crois que c'est 4-5 lignes, tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez faire ça. Hashtag mardi pâtisserie. Ou si vous faites donc le mardi, vous faites de la pâtisserie, vous envoyez des photos et vos recettes. Vendredi lecture. Donc là, on a vu le contenu et on va voir comment on peut affiner les. Il y a un certain nombre d'options. Il est possible de mettre en favori des poètes. Il est aussi possible, un peu comme sur Twitter, mais je ne sais pas trop comment ça marche derrière, d'aller voir les publications en tendance. Ça peut être intéressant si vous voulez voir autre chose que le contenu de vos followers ou quoi. Donc voilà, les poètes les plus populaires du moment. Et donc dans les préférences de compte, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il faut, enfin moi c'est vraiment le conseil que je donne au début, c'est d'aller dans les hashtags suivis. Et c'est là où vous allez rentrer tous les hashtags de vos centres d'intérêt. On l'a vu tout à l'heure, je reviens pas dessus. Et il est possible aussi de filtrer du contenu, parce que parfois il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Donc vous pouvez très bien aller dans cette option filtre et taper, alors c'est les noms de domaine ou les hashtags, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est possible de demander à ce qu'il n'y ait plus certains contenus qui apparaissent dans votre fil. Et la confidentialité par défaut, on le voit, elle est publique. Donc si jamais vous voulez communiquer qu'avec vos potes, vos followers, bah, c'est là qu'il faudra aller paramétrer. Une super fonctionnalité aussi, moi que j'adore avec ce réseau, il est possible de s'abonner à un flux RSS des comptes que vous aimez. Alors, quand on a donné la présentation la première fois, flux RSS dans la salle, ça parlait pas à tout le monde. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Je veux bien que vous me dites s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, non, a priori c'est bon. Public averti. Donc voilà, il est possible, vous rajoutez juste après l'adresse du compte .rss, vous l'ajoutez dans votre agrégateur de flux et vous allez pouvoir donc récupérer le contenu des comptes sur votre agrégateur. Je trouve ça plutôt intéressant. Une autre fonctionnalité de sondage, ça peut être pas mal. Là, j'avais fait un petit sondage pour savoir ce qui avait posé difficulté aux personnes quand elles arrivaient sur Mastodon. Et on voit qu'il y en a 54%. La difficulté première, c'est chercher et s'abonner à des comptes intéressants. Et la deuxième, c'est le choix du serveur, de l'instance. Donc les bonnes pratiques d'usage, hein, se présenter, utiliser les hashtags, alors associer, interagir un maximum avec... c'est pas un réseau social où il faut être passif, il faut vraiment aller vers l'autre si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir plus d'abonnés, et puis enfin c'est pas le but premier, mais en tout cas d'avoir plus d'interaction. Il y a aussi une fonctionnalité suppression automatique des messages. Si vous êtes un compte très actif, par exemple, ça peut être sympa de mettre la suppression automatique tous les 360 jours, par exemple, de vos poètes. Réseau social aussi où il y a de l'entraide. Une fois, j'ai eu une grosse galère de bricolage, on va dire, et je me suis amusé à poster dessus une photo. Donc ça, c'est le dessous de mon évier, un peu dégueulasse, mais qui était totalement oxydé et où j'arrivais pas à enlever les vis pour enlever le mitigeur. Et donc j'ai quand même quelqu'un qui m'a répondu. Donc j'avais posté un poète en disant aidez-moi, machin. Et j'ai quelqu'un qui m'a répondu en me faisant je sais pas si vous voyez, mais un schéma presque professionnel. Il a pris le temps et tout, en m'expliquant la technique du écrou contre écrou. Et
J'ai eu plein de réponses super encourageantes et tout, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et alors je sais pas combien de temps il reste, mais en conclusion, donc Mastodon. Alors c'est un réseau qui monte en puissance. C'est pas faux. En tout cas, il y a plus d'utilisateurs qu'il y a un an ou deux. Mais ça reste un réseau à taille humaine. Comme on l'a vu, c'est plusieurs petits serveurs qui se parlent entre eux. Et donc, c'est ça qui est sympa. Ça favorise la diversité. J'en ai pas parlé aussi, mais il est de coutume, quand vous postez une photo par Poète, dès que vous postez une photo, il faut que vous mettiez une petite description de la photo pour les déficients visuels. Voilà, c'est une pratique assez encouragée, et je dois dire qu'au début, j'étais pas du tout familiarisé à ça, et on me l'a dit plutôt gentiment, parce que parfois ça peut virer un peu, on peut nous le dire un peu de manière agressive, mais c'est, je trouve, une bonne pratique, et c'est bien de penser voilà, à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de voir. Outil de veille, alors ça peut être un outil de veille, hein, au même titre que Twitter, mais quand même, le réseau Twitter X, pour le côté, je trouve, baromètre social, ou en tout cas de ce qui se passe en temps réel dans notre environnement, est quand même, voilà, c'est un peu différent de Mastodon. C'est largement un réseau social perfectible, hein, Mastodon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres initiatives de réseaux sociaux. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait divers, la décentralisation, ce sont des concepts qui commencent à intéresser les GAFAM. Et notamment, je pense à l'initiative de Meta, donc Facebook, qui a utilisé le logiciel Mastodon pour créer sa propre instance, Threads. Ce qui a posé qui a posé des débats en tout cas au niveau des petites instances comme celle où je suis, mammoth.fr, pour dire est-ce qu'on s'interconnecte avec Threads. Threads, c'est 2 millions d'utilisateurs actifs actuellement. Parce qu'en fait, ils ont récupéré quasiment toute la communauté Instagram. Quand on s'inscrit sur Instagram, alors moi je ne l'ai jamais fait, hein, mais a priori, Meta, voilà, il fait le bridge, on va dire, le pont entre les deux inscriptions. Il y a une inscription automatique sur Threads. Et il y a Blue Sky. Alors ça a aussi beaucoup buzzé, ce réseau social-là. C'est un ancien de Twitter, Dorsey, qui est parti, qui a l'initiative de ça. Ça repose aussi sur des protocoles ouverts d'interopérabilité, c'est protocole 80. J'en sais pas plus. C'est juste que... non, je vais pas dire plus. Voilà. Et donc, pour conclure, moi je dis essayez Mastodon, essayez-le. Franchement, je pense que vous serez pas déçus. Voilà. Et j'ai sourcé à la fin, mais tout ce dont j'ai demandé, il y a un super site, tout ce dont j'ai parlé, il y a un super site, c'est spongefile.org ou .com, qui explique très bien ce qu'est le fait divers, la décentralisation. Voilà, je l'ai mis en lien. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie pour votre attention, et je prends des questions s'il y en a. Ouais, merci pour la présentation. Question de gros débutant, on peut suivre des comptes qui ne sont pas sur notre instance en fait. J'espère bien. Ouais, tout à fait. Tu peux effectivement t'abonner, j'ai pas trop détaillé, tu peux t'abonner à d'autres comptes sur d'autres serveurs, d'autres instances. Il faudra que tu ailles les rechercher, ou si tu as l'adresse directe. Et à partir du moment où tu es abonné à eux, leur contenu va être dans ton fil d'actu. Voilà. Ok. Donc l'instance sur laquelle on s'inscrit, en fait, c'est un peu comme tu disais sur des centres d'intérêt ou quoi. Et ça concerne surtout l'administration de ce serveur, en fait, qui a accès qui peut voir nos données, etc. Mais ça conditionne pas énormément d'autres choses finalement, à part des règles de bonne conduite, des politiques quelconques. Mais on peut quand même s'ouvrir sur le monde, quoi. Oui, tout à fait. C'est pas restrictif, c'est juste la confiance que tu vas mettre dans. Parce que donc l'administrateur, c'est quand même pas anodin.
C'est lui qui a la main sur toutes tes données, c'est là où tu vas confier tes données. Pour peu que tu exprimes des opinions, par exemple politiques, syndicales, voilà, il ne faudrait pas que derrière... donc il y a quand même une relation de confiance. Et deuxième truc, c'est les centres d'intérêt quand même. Par défaut, ce que je disais, hein, si tu t'inscris sur une instance jeuxvideo.mastodon.social, par défaut, au début, tu vas avoir que des gamers dans ton fil d'actu. Donc c'est quand même bien de cibler une instance qui soit en accord avec tes centres d'intérêt et aussi tes valeurs. Voilà. Ok, merci. On peut répondre sur un poète d'une autre instance? Ouais, tout à fait. Si quelqu'un t'a interpellé, en fait, tu peux interagir avec lui, il n'y a pas de souci. Mais même s'il ne nous interpelle pas, je veux dire, il fait un poète quelconque. Ouais, on a le droit de répondre. Oui, si tu l'as. Ouais, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là, quoi. Okay. Voilà, il suffit soit d'aller sur le fil public. Ok. En fait, sur les premiers instants de la présentation, j'avais peur qu'il y ait un truc à la mode en ce moment un peu, c'est que les algos te présentent que ce qui tourne autour de toi et de ce que tu penses déjà, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, l'effet de bulle. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est un des biais algorithmiques qui est souvent mis en avant. J'en ai pas parlé parce que dans Mastodon, l'effet de bulle, je pense qu'il y a un peu quelque part, puisque tu t'inscris sur une communauté, on va dire, et il y a peut-être, il faudra voir comment peut évoluer le réseau, mais on retrouve quand même des effets de bulle. Après, l'algorithme, s'il y a une instance qui te plaît pas, tu vois que tu as quand même plus de moyens de filtrer, d'afficher le contenu qui te plaît, tu as un peu plus le pouvoir, la main en tant qu'utilisateur. Ok, nickel. Juste pour ajouter deux choses. Non, il n'y a pas excuse-moi. Ouais. Non, alors attends. Ouais. Juste pour ajouter deux choses, et je pense que ça va répondre aussi à ce que la Reine des Elfes voulait dire. Sur la partie instance, ce qu'il faut quand même aussi faire attention quand vous inscrivez sur une instance, en particulier ceux qui sont très communautaires, c'est que souvent elles vont avoir tendance aussi à avoir bloqué les instances qui sont en dehors de la communauté. Il y a des instances qui sont connues pour avoir bloqué quasiment les 3/4 voire 90% du fait divers, et si vous vous inscrivez dessus, en fait vous ratez 90% du contenu. Donc ça c'est aussi à faire très attention à ce genre de choses, et les instances se censurent un peu entre elles ou se bloquent, se modèrent, etc. Donc des fois vous n'avez pas forcément conscience que vous n'allez pas avoir accès à tout le réseau. Sur la partie bulle de filtre, c'est plutôt vous qui allez construire votre bulle de filtre, du coup en vous inscrivant par exemple sur une instance qui va correspondre qu'à vos centres d'intérêt, et donc vous ne voyez jamais ce qui arrive de l'extérieur. Et je l'ai vécu, je m'en suis rendu compte justement à l'arrivée de Blue Sky, où sur Mastodon, je ne suivais en fait que des personnes qui étaient informaticiens, etc. Et je m'étais autant enfermé dans ce système-là. Et sur Blue Sky, j'ai vu arriver d'autres contenus qui justement, même s'il y avait moins d'algorithmes, c'est pas des algorithmes à la Twitter qui essayent vraiment de vous engager fortement sur du contenu, etc. Mais du coup, le Blue Sky vous permettait quand même d'avoir accès à des choses qui dépassaient votre propre centre d'intérêt. Et donc ça peut être le risque sur Mastodon de vous auto-enfermer en fait dans votre... Et il y a des communautés qui sont très connues pour ça, hein, et pour ne supporter aucune critique et aucune idée en dehors de leur propre opinion. Et du coup, si vous êtes de gauche, vous allez voir que du contenu de gauche et vous jamais voir aucune des idées, même de droite, y compris de celles qui pourraient vous intéresser, quoi. Ouais, c'est effectivement, et c'est pour ça que je restais prudent, hein, le biais algorithmique, l'effet de bulle, effectivement, on peut le retrouver là. Après, par contre, je ne suis pas sûr que dans les règles affichées par les instances, ça soit marqué les blocages qu'ils font noir sur blanc. Est-ce qu'ils les font ? Alors, il y en a qui le font, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir qui que permet de communiquer avec quoi. Et on a eu quelques, je ne vais pas dire drama parce que pour le coup c'était quand même assez léger, mais de personnes qui ne se rendaient pas compte, qui ont dit c'est bizarre, j'essaye de dialoguer avec un tel et en fait j'ai jamais eu de réponse ou quoi que ce soit, et ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient bloqués. Et Mamotte était concerné, pour le coup, avait blacklisté 2 ou 3 comptes comme ça sans que personne s'en rende compte. Et au bout d'un moment on s'en est rendu compte, on a été demandé aux admins qu'est-ce qui s'est passé. Et il y avait c'était compréhensible et pas compréhensible à la fois, etc. Mais du coup voilà, c'est le genre de choses où quand l'humain n'est pas parfait, les algos n'étaient pas non plus côté Twitter, mais du coup ça peut donner des bugs un peu comme ça et de se retrouver avec des gens qui ont, même moi aussi j'étais pas mal concerné, personne ne pouvait communiquer avec moi et on comprenait pas, et en fait c'est les instances qui avaient foutu un pare-feu en fait devant, et oui, je pouvais pas communiquer avec le monde, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Aeris a sa propre instance. J'ai ma propre instance blacklistée par beaucoup trop de monde.
Et donc c'est vrai que c'est sans doute ça, par exemple, mais on pourrait le faire évoluer. Déjà à minima, qu'il y ait un message d'information vis-à-vis des utilisateurs. Parce que c'est ça le problème. C'est de ne pas informer et de respecter les utilisateurs en disant on a bloqué suite à telle décision, on a bloqué telle branche, telle instance. Pour Threads, c'est posé le débat, notamment sur mamod.fr. Ils ont fait une communication, ça a été transparent, le processus de décision. Après, est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on a participé au processus de décision? Pas forcément. Mais voilà, c'est perfectible. C'est aussi l'apprentissage, je trouve, de la démocratie. On a quand même l'impression on a quelques moyens d'action en tant qu'utilisateur, qu'on n'est pas juste un consommateur, comme sur Twitter. Parce que pareil, Twitter, les gens dont les comptes sont gros, c'est soit ceux qui payent, soit ceux qui fabriquent le contenu. C'est pas donné à tout le monde. Sur Mastodon, il y a plus, enfin moi il me semble, la communication est plus horizontale, un petit peu plus dans l'esprit, on va dire pair à pair des débuts du réseau. Et c'est ça qui me plaît en fait, pour l'instant. Et voilà. Et j'espère que ça donnera envie au moins à quelques-uns d'entre vous d'aller vous inscrire sur une instance. J'ai une petite question. Tu disais qu'on pouvait répondre à quelqu'un d'une autre instance, mais ton message, il est stocké où? Sur l'instance, sur les deux? Alors, quand tu demandes à supprimer ou migrer ton compte, qu'est-ce qui se passe? Alors de toute façon, quand tu migres et tu migres ton compte, tu perds tes messages. Ah, c'est pour ça. Ouais, je sais pas s'ils ont fait évoluer la fonctionnalité, mais en tout cas, c'était ça jusqu'à maintenant. Tu récupères juste la liste de tes followers en fait. Et les instances, quand on migre, en fait, les messages restent sur l'instance de départ. Donc on les migre pas le contenu en fait directement. Donc il faut voir après à supprimer. Si vous voulez supprimer les messages, il faut aller demander à l'instance de départ de faire la suppression des données, etc. Mais du coup, les données sont très dupliquées en fait d'une instance à l'autre. Et vous perdez aussi le contrôle. Du coup, si vous communiquez avec quelqu'un à l'extérieur, votre message est copié de l'autre côté. Vous aurez beau le supprimer de votre côté, vous n'avez pas la certitude que les données vont vraiment être supprimées aussi de l'autre côté. D'où peut-être l'intérêt de paramétrer la suppression automatique, si tant est qu'elle soit suivie des faits derrière, puisqu'on n'a jamais de preuve de suppression d'un contenu numérique. Mais voilà, vous pouvez paramétrer, je sais pas moi, 3 mois, si jamais vous avez peur qu'une instance garde votre contenu, si vous avez une inquiétude à ce niveau-là, quoi. Ou alors est-ce que toi, c'était plutôt, tu voulais dire, je vais embarquer mon contenu sur la nouvelle? C'est là, enfin, je me dis, si y a une duplication comme ça, la censure, elle est... Enfin, on comprend pourquoi ils font ça, parce que t'as pas forcément envie de tout envoyer chez Facebook. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'ils censurent les instances entre elles. Parce que là, c'est-à-dire que si moi je suis sur le flux d'actualité global, je vais peut-être discuter avec quelqu'un qui est chez Facebook, je vais pas forcément savoir. Et en fait, je vais pas pouvoir retirer mes données, parce que c'est Facebook et qui vont... Ça a été le gros sujet avec Threads. C'est à partir du moment où on commençait à fédérer avec Threads, potentiellement on envoyait toutes nos données à Threads et on s'en rendait pas forcément compte. Et eux pouvaient aussi agréger tous les flux publics, etc. Et du coup, c'était un des sujets principaux de Threads. Je clôture juste la séance de questions avec une question du chat. Tu vas voir, ça va être une bonne dernière question. Donc, je lis texto. Même si je comprends que c'est utile pour le marketing, pourquoi toujours utiliser le nom du produit Mastodon, fait par l'entreprise d'Eugène Rochko, qui est très critiqué pour sa gestion autoritaire, plutôt que le terme fait divers, qui regroupe réellement l'ensemble des logiciels et qui est politiquement plus libérateur? D'autant que tu parles du fait divers à un moment, mais en ne citant que Mastodon comme logiciel de microblogging et d'aucun autre, Pleroma, Acoma, GoToSocial, etc. Ouais, alors c'est vrai que je passais un peu vite sur le fait divers, mais j'ai quand même montré la diversité des logiciels, des applicatifs qui existent et qui sont interconnectés. Si, il y a quand même Peertube. Mais sur le microblogging, j'avoue, j'ai parlé que de Mastodon, mais parce que c'est l'objet aussi de la présentation. Mais à culpa, c'est vrai qu'on met la diversité en avant. Il existe Pleroma et tout ça, mais il se trouve que le réseau social Mastodon, c'est le réseau social Mastodon. Derrière, ça s'appuie sur le fait divers, qui est plutôt la manière de communiquer, d'interconnecter, mais Mastodon, c'est juste un acteur de tout ce fait divers, en fait. Donc voilà. Ouais, j'espère avoir répondu. Merci à tous. Bonne soirée.